Alors, nous abordons maintenant le troisième dossier de cette deuxième conférence de gynécologie obstétrique pour les D3. Je vous l'avais intitulé « Vous suspectez un cancer de l'ovaire chez une patiente de 61 ans ». Alors, la première question, c'était une question de cours. C'était, je vous demandais de rappeler l'incidence du cancer de l'ovaire, l'âge moyen au diagnostic et puis la survie à 5 ans, tout ça de confondu. Alors, le cancer de l'ovaire, c'est 4500 nouveaux cas par an. Donc ça, sont des données épidémiologiques à connaître, qui survient aux alentours de 65 ans. Donc pareil à savoir. Il faut bien comprendre que malheureusement, on diagnostique les cancers de l'ovaire souvent à un stade très tardif parce qu'il n'existe pas de moyen de dépistage, que ce soit un marqueur biologique, échographique, scanner, IRM, on n'en a pas. Et souvent, les patientes viennent à un stade très avancé, généralement un stade FIGO, on verra tout à l'heure, au moins 3 avec de la carcinose, un envahissement ganglionnaire. Et c'est pour ça que la survie est malheureusement catastrophique et qu'on parle de survie à 5 ans, tout stade confondu, aux alentours de 45%. Quel facteur de risque recherchez-vous à l'interrogatoire pour vous orienter vers un cancer de l'ovaire ? La première chose à poser comme question à poser à la patiente, c'est des antécédents personnels ou familiaux de cancer. On sait que la part génétique est assez importante au cancer de l'ovaire, puisqu'elle représente environ 10% des cancers de l'ovaire. Alors en effet, c'est par rapport à 90%, mais c'est quand même pas négligeable. Et il faut rechercher un antécédent personnel ou familial de cancer du sein. Mais vous savez que l'association sein-ovaire peut vous orienter vers une mutation BRCA1 ou BRCA2. Donc à savoir, vous pouvez aussi rechercher des antécédents personnels ou familiaux de cancer du côlon, de l'estomac, des cancers urothéliaux. Tout ça peut vous orienter vers un syndrome de Lynch et aussi le cancer de l'endomètre. Donc pensez au spectre syndrome de Lynch. Les autres facteurs de risque à rechercher sont en fait, pour essayer de comprendre, c'est tout ce qui peut entraîner une ovulation assez importante. Donc c'est une puberté précoce, donc l'ovulation qui commence de façon très précoce, une ménopause tardive, donc puberté précoce c'est avant 10 ans, ménopause tardive c'est au-delà de 55 ans, pensez-y, c'est la nulliparité et l'âge. Donc plus l'âge est avancé, plus il y a un facteur de risque de cancer de l'ovaire. Donc tout ça aussi c'est à savoir. Tout ce que je vous dis a été repris de façon officielle dans les recommandations qui ont été émises par la Haute Autorité de Santé, l'HAS. Donc si jamais vous allez sur le site de l'HAS ou de l'INCa, qui est le site contre le cancer, vous trouverez tout ce que je vous dis. Que va comprendre votre examen physique ? Donc votre examen physique, d'abord vous commencez par un examen général, vous prenez la pression artérielle de la patiente, vous la pesez. Ça va vous servir déjà à évaluer son état nutritionnel et ce qui permettra d'être un suivi pour elle. Et si jamais elle a de l'acide, ce sera aussi un suivi pour la formation d'acide. Donc la pesée, c'est primordial, commencez votre examen comme ceci. Après, vous allez faire une palpation abdominale. À la palpation abdominale, vous allez apprécier de l'acide. Si jamais il y en a, n'oubliez pas de mesurer le périmètre abdominal de la patiente pour en voir l'évolution. Vous allez rechercher à la palpation des nodules de carcinose que vous pouvez apprécier parfois au niveau de l'ombilic, où on peut sentir en palpant l'abdomen des nodules de carcinose au niveau de l'épiplomb. On peut arriver à la fin quand ils sont assez volumineux. Vous allez rechercher des douleurs au niveau de l'hypogondre droit en recherchant des métastases hépatiques. Donc tout ça, pensez à le faire. Vous allez ne pas oublier la palpation des aires ganglionnaires et notamment à ce niveau-là, en susclaviculaire, le ganglion de Troisier qui, vous le savez, est envahi quand il y a une atteinte digestive. Puisque la citerne de Péquet commence au niveau lombaire, remonte par le canal thoracique et se jette à ce niveau-là, au niveau du ganglion de Troisier qui peut augmenter quand il y a un cancer digestif ou gynécologique. Vous n'oubliez pas l'auscultation cardio-pulmonaire. Si jamais vous voyez une perturbation au niveau pulmonaire, peut-être que ça peut être le signe de métastase. Et puis c'est toujours bien de le faire en bilan préthérapeutique. N'oubliez pas, vous êtes gynécologue, donc vous faites un examen mammaire bilatéral. Et puis aussi, vous pouvez toujours dépister un cancer du sein associé. Ça peut arriver, malheureusement. Et puis aussi, toujours avec l'idée de la mutation BRCA1, BRCA2, il y a toujours le réflexe sein-ovaire, 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 c'est primordial. Vous terminez votre examen gynécologique par les touchés pelviens. Les touchés pelviens, vous allez examiner, donc toucher pelvien, je vous rappelle si vous n'êtes pas patient gynéco, c'est
un toucher vaginal avec une main en suspubien et en examinant, vous allez essayer de sentir une masse pelvienne, une masse abdominale, éventuellement adhérente. Vous allez rechercher des douleurs et vous allez aussi rechercher des nodules de carcinose que vous pouvez palper comme ça par voie vaginale. Question 4. Donc il s'agit d'une question d'iconographie. Je vais vous demander d'interpréter le cliché suivant. Donc, comme je vous l'avais dit les fois passées, il faut commencer par dire de quelle imagerie il s'agit. Donc, il s'agit ici d'une échographie pelvienne, puisque je vous avais dit que ce qu'on voyait, c'était l'ovaire qui plus est droit. Par voie endovaginale. Par voie endovaginale, vous pouviez le voir ici par la forme de la sonde. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est vraiment tout à fait typique. Ou quand vous avez une forme de sonde comme ça très très arrondie, vous savez que c'est la sonde endovaginale. Donc, c'est une échographie pelvienne par voie endovaginale. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit un ovaire droit qui est très très suspect, puisqu'il est assez hétérogène, avec des plages hypoéchogènes, voire anéchogènes, ce qu'on voit qui est noir, et hyperéchogène, ce qui est blanc, avec des cloisons épaissies, des végétations à ce niveau-là intrachistiques, ce que vous voyez à ce niveau-là avec ma flèche, avec ici une plage hypoanéchogène, voire anéchogène, là qui fait fortement évoquer de l'acide. Il s'agit donc d'un ovaire droit dont l'image peut être classée comme étant multiloculaire solide, fortement évocatrice de cancer de l'ovaire avec acide. Il manque ici, malheureusement je n'ai pas trouvé d'image pour vous le montrer, l'examen Doppler qu'on aurait rajouté pour voir si jamais il y avait une vascularisation associée au niveau des cloisons, puisque vous savez que quand il y a une vascularisation, c'est aussi un signe d'organicité de la tumeur. Juste entre parenthèses, je vous le dis parce que j'ai souvent vu la faute, quand vous écrivez examen Doppler, vous l'écrivez avec un D majuscule O-P-P-L-E-R, puisque ça vient de monsieur Doppler qui a donné son nom à la technique. Voilà, donc c'est ça qui est important, c'est ça qu'il fallait dire. Alors, je vais vous donner quelques informations sur les caractérisations échographiques des images ovariennes. Comment classer une image échographique de l'ovaire? Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 types à connaître. Les images uniloculaires, c'est quand vous avez quelque chose comme ça, un kyste, un contenu liquidien, à l'intérieur uni. Dès que vous avez une image comme ça, avec une papille, dès qu'il y a un renflement qui fait plus de 3 mm vers l'intérieur du kyste, vous parlez de composante solide. Donc ça ne rend pas grand chose, 3 mm. Et donc dans ce cas-là, vous parlez de uniloculaire solide. Si jamais le kyste a des cloisons à l'intérieur, vous parlez de multiloculaire. Si jamais à ce kyste multiloculaire est associée une petite composante solide de au moins 3 mm d'épaisseur, vous parlez de multiloculaire solide. Et enfin, si jamais vous avez un kyste avec une composante solide qui prend au moins 50% du volume du kyste, dans ce cas-là, vous parlez de tumeur solide. Donc vraiment, cette classification est à connaître, puisque c'est ça qui va vous permettre de classer les images et après d'argumenter éventuellement la composante maligne ou pas. Donc vraiment à connaître. Donc maintenant, à partir de cette classification, je vais vous montrer ce qu'on appelle les règles en M comme malin et les règles en B comme bénin, qui permettent d'évaluer avec une très très bonne sensibilité et spécificité si jamais une image que vous voyez est plutôt bénigne ou maligne. Alors, je vous ai marqué ici ce que l'on a, les 5 règles en B et les 5 règles en M. B égale bénin, M égale malin. Les 5 règles en B, je vous ai recopiées. 1. Uniloculaire. Vous savez maintenant ce que ça veut dire. 2. Composante solide, inférieure à 7 mm. 3. Cône d'ombre. Alors pourquoi cône d'ombre? C'est en faveur de quelque chose de bénin. C'est parce que qui dit cône d'ombre dit calcification. Et en fait, les calcifications, c'est ce qu'on a dans les tératomes, qui sont des kystes bénins.
Les masses multiloculaires inférieures à 10 cm. Et 5, pas de flux Doppler. Les 5 règles en M. 1. Masse irrégulière solide. 2. Acide. Ça vous oriente vers quelque chose de malin. 3. Au moins 4 structures papillaires. Donc je dis papillaire, c'est quand il y a une projection d'au moins 3 mm vers l'intérieur du kyste. 4. Masse irrégulière solide de plus de 10 cm, 100 mm. Et 5. Forte vascularisation Doppler, Doppler avec un D majuscule. Comment ça marche ce tableau? Eh bien, si jamais vous avez une image qui a un ou plusieurs points des bénins, mais aucun point malin, dans ce cas-là, vous pouvez affirmer avec une sensibilité supérieure à 95% et une très bonne spécificité que cette image est de caractère bénin. Si jamais en revanche vous avez une image qui a une ou plusieurs caractéristiques ici malin, sans règle en B, dans ce cas-là, vous pouvez supposer de façon très précise que l'image que vous voyez est maligne. Il y a des images, donc ces règles en fait vous permettent de couvrir 75% de ce que vous verrez. Après, il reste 25% des images où justement il y aura un mélange de ces deux-là et dans ce cas-là vous ne pourrez pas conclure. Mais grâce à ça, si vous retenez ça, vous pourrez vous en sortir dans vraiment la majorité des cas et la majorité, donc au moins 75% des échographies que vous verrez, soit faites en ville, soit que vous réaliserez vous quand vous serez en gynécologie aux urgences ou en gynécologie quand vous serez interne. Voilà. Question 5. Je vous demandais quels examens complémentaires vous alliez prescrire à cette patiente dans le but diagnostic et pour faire le bilan d'extension. Donc, on va compléter le bilan diagnostic par une IRM pelvienne que vous prescrivez si jamais l'échographie que vous avez ne vous satisfait pas et ne vous permet pas de conclure avec l'association avec le CA125. Le bilan d'extension métastatique à distance sera fait par un scanner thoraco-abdo-pelvien avec injection. N'oubliez pas que pour faire le bilan d'extension locale et régionale au niveau du pelvis, c'est l'IRM qui est la plus importante puisque tout ce qui est osseux, le bassin, limite les investigations avec le scanner. Peut-on doser le CA125 à visée diagnostique? Alors, le CA125 vous oriente. Il permettra aussi de faire le suivi ultérieur quand vous traiterez la patiente pour voir si jamais il diminue bien et si jamais il ne réaugmente pas quand vous la suivrez à long terme après le traitement. Mais ça ne permet pas de faire le diagnostic parce que ce n'est pas du tout spécifique. C'est un marqueur d'une atteinte péritonéale, mais pas du tout spécifique du cancer. Donc non, un CA125 ne porte pas le diagnostic de cancer de l'ovaire. Question 6, donc une question d'iconographie. Je vous demandais d'interpréter ce cliché. Donc ça, c'est une photographie qui a été prise pendant une célioscopie, donc la célioscopie qu'on a faite à cette patiente. On voit donc ici un trocar opérateur de 5 mm, mais ça il ne fallait pas le marquer dans votre réponse. Mais ce qu'on voit ici, ce sont des nodules blancs, épais, coalescents, charnus, qui correspondent à la carcinose péritonéale. Je vous avais mis un repère de taille ici, donc ça fait 2 cm. Donc on voit que les nodules qu'il y a ici font plus de 2 cm. C'est pour ça qu'on peut conclure que cette patiente a un cancer de l'ovaire de stade 3C, puisque C correspond à soit un envahissement ganglionnaire, soit à une carcinose visible de plus de 2 cm. Donc voilà. Quelle est la conduite à tenir chirurgicale devant une telle image en célioscopie? Alors, en fait, vous faites cette intervention parce que vous avez une forte suspicion de cancer de l'ovaire, mais sans preuve anatomopathologique, vous ne pouvez pas affirmer le cancer de l'ovaire. Donc, il faut aller faire des biopsies. Donc là, vous rentrez dans le ventre, vous faites la stadification péritonéale, c'est-à-dire vous regardez un petit peu partout où il y a de la carcinose, et il va falloir faire des examens à visée anatomopathologique. Donc, couramment, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des biopsies un petit peu multiples de tout ce qu'on voit. Par exemple, on peut prélever un petit bout là, puis un petit bout ailleurs si jamais il y en a dans le ventre, qu'on enverra en anatomopathologie. Et généralement, l'anapathe pourra nous répondre, bah oui, c'est de la carcinose qui évoque un cancer de l'ovaire. Donc voilà, ça nous portera le diagnostic.
Si jamais on n'a pas cette carcinose, ce qu'on peut faire, c'est il faut faire en fait faut retirer l'ovaire pour l'envoyer analyser. Et dans ce cas-là, on fait pas de biopsie de l'ovaire, on fait une ovarectomie, une annexectomie d'emblée qu'on envoie en anapathe. Puisque de toute façon, devant une telle image, il ne faudra pas enlever qu'une partie de l'ovaire, faire une kystectomie, il faudra tout retirer. Enfin, on sait que d'une façon générale, il faut retenir que quand il y a un kyste fortement suspect de malignité sur un cancer de l'ovaire, il ne faut pas le couper en deux, il ne faut pas rentrer dedans. Du point de vue carcinologique, c'est toujours très mauvais de rentrer dans une tumeur. Et donc, on a tendance à toujours tout enlever. Donc là, il y a un très gros risque de cancer de l'ovaire. Pour faire un diagnostic de certitude, on va biopsier ça, on va l'envoyer au laboratoire. Le laboratoire va nous répondre cancer de l'ovaire. Bon, on discutera en RCP de la prise en charge par la suite. Si on veut avoir une autre preuve histologique, on peut faire une annexectomie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne fait pas de petites biopsies isolées de l'ovaire. Ça, c'est inutile quand on a tout ça comme matériel à analyser. Alors, cette patiente n'a aucun antécédent familial. Est-ce que vous lui proposez une recherche de mutation génétique justifiée? La réponse est oui. Selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé, donc sachez-le. Oui, car devant tout cancer de l'ovaire, avant 70 ans, donc c'est assez âgé quand même, il faut proposer une recherche de mutation BRCA1 ou BRCA2. Alors il y a 3 exceptions, ce sont les types histologiques, c'est quand vous avez une tumeur frontière, un cancer mucineux ou un cancer non épithélial de l'ovaire, dans ce cas-là vous ne proposez pas. Mais ce n'est pas le plus fréquent, donc retenez que si jamais une patiente a un cancer de l'ovaire avant 70 ans, proposez la recherche de mutation BRCA1 ou BRCA2. Et quel est le pronostic d'un tel cancer? Alors, effroyable. À ce stade-là, vous retenez 20% de survie à 5 ans. Voilà, le cancer de l'ovaire, malheureusement, c'est très mauvais pronostic.